C'est bon? Parfait. Alors, changement complet de sujet. Euh, donc, ce dont quoi je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt de la simulation numérique au départ. Hein. Simulation numérique autour de la simulation de la transition énergétique et climatique et de ses conséquences. Et en fait, comment, pour traiter ce genre de sujet, on est amené à être très tenté, voire utiliser des IHM un peu compliqués et ou de l'IA, en l'occurrence des Large Language Models. Donc, ouais, Thierry Chevalier. Donc, moi, j'ai plutôt une carrière dans l'aéronautique. Hein. J'ai fait toute ma carrière dans l'aéronautique. Je suis chez Capgemini depuis un an et demi, justement sur ce sujet-là. Et sinon, avant, j'avais toute la recherche, process, méthode, outils, Airbus Group. Donc, rapidement, la transition, de quoi on parle. Donc, un joli schéma qui vient de nos amis de chez Carbon 4, donc Jean Covici Co, qui montre que si vous regardez côté abscisse, vous avez la production d'énergie mondiale, et côté ordonnée, vous avez le PIB mondial. Et ce qu'on voit, c'est que alors la courbe elle commence avec des points qui commencent vers 1950, parce que les guerres, ça fait un peu le bordel, mais sinon, depuis 1850, depuis la révolution industrielle, vous avez une parfaite corrélation entre l'augmentation de la production mondiale d'énergie et l'augmentation du PIB mondial. Et ce que vous voyez, les magnifiques courbes qui partent en couleur, là, c'est les prédictions de nos amis du GIEC. Alors IPCC, c'est GIEC, hein, GIEC en français. De nos amis du GIEC ou de l'Agence internationale de l'énergie sur de la croissance verte, qui prévoit 3% de croissance, même si on ne consomme pas plus d'énergie. Et on est un peu dubitatif sur le fait que ça se décorrèle aussi violemment. Un autre graphique, dans un autre ordre de grandeur, ce graphe montre que, en gros, quand il fait très chaud, c'est l'abscisse, et qu'il fait très humide, c'est l'ordonnée, et ben la zone rouge, on meurt. C'est-à-dire, en gros, il fait très chaud, vous transpirez, mais ça ne s'évapore pas, donc ça vous refroidit pas. C'est pas si chaud que ça. Hein. Vous voyez, à 42 degrés, il suffit d'avoir du 40-45% d'humidité, c'est bon quoi. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'humidité relative. Ça, c'est un point mesuré en 2022 en Inde, dans le nord de l'Inde, là où il y a plein de gens qui n'ont pas de clim. Et ça, c'est l'augmentation moyenne de la température en Inde sur la dernière décennie. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout à l'abri d'avoir dans les 10 ans qui viennent, vous vous réveillez le matin sur France Info et puis il a plu, première grosse pluie de mousson sur la fin de la saison chaude, 50 millions de morts. C'est pas impossible. Puisqu'en gros, il y en a 200 millions qui sont dans la zone. Hein. Et toutes les zones en bas, là, que vous voyez, il y en a en Inde, mais il y en a en Chine, il y en a aux États-Unis, ils ont beaucoup de clim. Donc, à la limite, on peut se planquer dans la clim en attendant que ça passe. Ça va durer que quelques heures en général. Donc, l'idée des IAM, c'était pas de simuler le futur, c'est de simuler les ranges de futurs possibles ou impossibles et faire de l'analyse de sensibilité, comprendre la mécanique et du coup voir qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour mieux naviguer cette transition. La plupart de ces IAM aujourd'hui, ils fonctionnent comme le schéma de gauche, c'est-à-dire qu'en fait, on prend bien en compte l'économie, les systèmes énergétiques, éventuellement le land use, hein, l'utilisation du sol pour produire à manger ou du fuel, enfin du biofuel, et puis le climat. Par contre, souvent, la population, l'augmentation du PIB, etc., c'est des entrées. C'est ce qu'on appelle des données exogènes au modèle. C'est tabulé, on le rentre dans le modèle. Donc, effectivement, si vous dites que le PIB va progresser de 3% par an, et bien vous progressez de 3% par an, puisque c'est une donnée de votre modèle. Et donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a rajouté plein de bouclages, donc des bouclages qui ramènent les effets du climat, de l'énergie, de l'utilisation du sol pour des choses différentes, et puis on a ajouté des modèles de population, etc. Donc ça donne un gros modèle de simulation qui ressemble à ça. Vous voyez, chacun, là, vous avez des systèmes complexes, et avec des couplages un peu dans tous les sens. Ce genre de choses-là, par rapport au scope du GIEC, qui est très orienté macroéconomie. Mathématiquement, je ne vais pas vous abrutir avec ça, mais c'est du théorème du point fixe. Le théorème du point fixe qu'on va traiter avec une convergence type Newton. On fait ce qu'on appelle du complex step, qui permet d'avoir gratuitement, entre guillemets, la dérivée. Et ça permet de faire de l'état adjoint, et ce qui nous permet d'avoir, en gros, un coût de calcul qui est à peu près indépendant du nombre de variables. Parce qu'en fait, vous n'avez pas à faire le taux d'accroissement variable par variable, vous avez directement la matrice de la dérivée. Le type de problème qu'on va résoudre, c'est on cherche à optimiser le welfare. Alors le welfare étant un mélange de l'espérance de vie, le PIB par habitant, etc. En minimisant les émissions de CO2, en optimisant comment on investit l'argent disponible dans les différentes techniques de production d'énergie, tout en respectant un paquet de contraintes
toutes les énergies ne se valent pas, il faut du liquid fuel pour les avions et puis pour les gens qui ont besoin de systèmes très autonomes. Il faut aussi que la quantité de sol qu'on utilise pour faire du biofuel soit inférieure à ce dont on a besoin pour produire un nombre de calories suffisant pour les gens, etc., etc. Donc ça vous fait un problème 65, enfin si je prends l'optimiseur en haut, on a 65 disciplines, avec la partie MDA, 63 juste pour l'énergie. On a plusieurs centaines de milliers de variables. Poser l'équation sur le papier, c'est plusieurs siècles, avec beaucoup de techniques numériques. Au lieu d'avoir une variable de design par année entre 2020 et 2100, vous mettez des splines pour réduire le nombre de variables. Donc j'ai déjà parlé de Newton-Raphson, on en fait une agrégation lagrangienne des objectifs et on fait de l'état adjoint. On arrive à résoudre ça sur une machine parallèle en 2 ou 3 heures. Je vais ressembler rapidement à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un truc comme ça. Donc ça c'est... Ça met un peu de temps à charger parce qu'il est gros. Ça ressemble un peu au process de simulation qui est mis en œuvre. Et dans ce process de simulation, on va voir, c'est ce que je disais, vous avez l'économie, les dommages, le changement de température, le welfare, les politiques publiques, le land use, y compris les aspects, comment dirais-je, alimentation, etc. La population, les émissions de carbone, le mix énergétique, avec tout un tas de trucs d'énergie. Pour chacun, vous allez avoir la doc correspondante à votre modèle. Il doit y avoir du carbon capture et des ressources encore en dessous. Là-dessus, on peut faire de l'optime, faire des fronts de Pareto. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc j'étais à peu près là. Voilà. Hop. Par-dessus ça, parce que ça va vous donner des scénarios possibles de transition. Faut voir comment on les exploite. Donc là, je vais donner un exemple. J'ai pris un exemple. Hein. Ce scénario de génération, c'est le petit machin que j'ai mis là. On va utiliser des fonctions de géolocalisation, c'est-à-dire qu'en gros, on fait tourner des surrogate modèles, des modèles de comportement qui vont être capables de prédire sur un maillage de 10 km par 10 comment un changement climatique à l'échelle du monde, une augmentation de température ou une augmentation du taux de CO2, va produire des changements de météo sur l'échelle de 10 par 10. D'accord ? C'est des choses qui sont faites, c'est ce qui s'appelle les CEMIP, c'est les plus connus. Donc c'est des choses qui sont travaillées par l'ensemble des agences météo mondiales. De l'autre côté, en bottom-up, par exemple, pour une banque, on va prendre l'ensemble de son portfolio. Donc son portfolio, ça veut dire qu'elle a des actions dans un certain nombre de boîtes. Chacune des boîtes a un certain nombre de sites. Donc, si je prends un exemple que je connais bien, l'exemple d'Airbus, puis j'ai passé longtemps, vous allez avoir des sites à Toulouse, des sites à Hambourg, des sites à Mobilé, machin. Chacun va avoir des conséquences climatiques différentes en fonction du petit carré de 10 par 10 où il est et du type d'asset. Si vous avez un bureau d'études avec 5 PC qui est juste à côté de l'eau et que l'eau monte, vous bougez au PC, c'est pas très grave. Si c'est une cimenterie ou un truc de la FAL 380, vous n'allez pas à la déplacer en rigolant, quoi. Ça va être plus compliqué. C'est pareil, si vous avez la même cimenterie qui fait 40 degrés, c'est pas grave. Si c'est des étables avec des vaches à 40 degrés, elles meurent, il faut mettre de la clim ou alors il faut les bouger ailleurs. Donc vous avez cette adéquation-là. Et donc on va prendre la géolocalisation en fonction des scénarios, on va les géolocaliser, on va les appliquer à tous les sites et tous les assets de la boîte pour faire une évaluation de portfolio. L'objectif des banques étant soit de la prévention de risque, je veux m'assurer que dans un scénario, je n'ai pas tout mon portfolio qui se casse la figure, donc je ne voudrais pas tout mettre mes œufs dans le même panier, soit de l'optimisation. Il y en a qui disent, en fonction des variations climatiques, je vais plutôt investir là et là, ou dans ça ou dans ça. Sur un jeu de scénario, c'est le type d'investissement qui me permet de m'en sortir à peu près le mieux suivant les différents scénarios. Ça va rejeter une deuxième couche de complexité. Donc pour traiter ça, vous avez des gros trucs. Vous avez l'IAM, là, il est plutôt là. Vous avez la gestion de portfolio, vous avez les CEMIP. Tout ça, c'est dans des grosses bases de données. On va regarder soit avec du front-end, donc un dashboard, qui va permettre aux gens de faire une analyse synthétique qui répond à leurs questions, indépendamment de tous les détails, genre c'est quoi exactement la valeur du land use dans le scénario, machin, ils s'en foutent. Soit du LLM pour poser des questions, pour des exécutives, ou même un dashboard où il y a un peu trop de boutons, ça les met mal à l'aise. Donc ça,
Alors le LLM, bah, typiquement, c'est modeste, hein. Je n'ai pas des pros de l'IA. Donc il se trouve que la simulation qu'on utilise, elle utilise des mécanismes d'ontologie pour faciliter et faire le contrôle de type entre les connexions entre les différents modèles. Ça nous permet de pouvoir exporter les résultats dans une base de données dont toutes les tabulations, les noms de colonnes, etc. sont parfaitement définis et les relations sont parfaitement définies. On va pouvoir expliquer ça à un LLM qui va juste, entre guillemets, faire la traduction entre une question en langage naturel et une requête SQL. Et puis qui va ensuite prendre le résultat de la requête SQL et le reformuler en langage naturel pour répondre à la question. Donc on est d'accord que le LLM n'a rien appris du tout sur le changement du climat. Il a appris c'est quoi notre modèle, et il a appris, ça on l'avait déjà, c'était son point de départ, on avait pris un qui maîtrisait déjà bien SQL, qui avait déjà été entraîné pour ça, et on lui a expliqué notre modèle. Et il fait juste la traduction. Donc c'est pareil, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, alors j'ai pas le réseau assez efficace pour aller, donc le premier je vais pas pouvoir le faire, et je vais utiliser un peu des vidéos, parce que j'ai pas tout en local. Hop. Donc ça c'est le genre de dashboard que vous allez avoir. Donc pour voir, donc là on peut regarder soit des portfolios, alors je peux choisir différents scénarios, différents types de, comment dirais-je, donc je peux changer mon truc et le recalculer, hein, c'est le F5 Excel pour remettre à jour. Et puis on va avoir en dessous les émissions, les évolutions, les compagnies en fonction de leur valuation et combien elles polluent. Donc on voit que nos amis les pétroliers sont à la fois bien évalués et polluent beaucoup. Ou alors on va pouvoir regarder, comment dirais-je, ça c'est comment se comporte mon portfolio, mais je peux aussi regarder ça par, comment dirais-je, par asset. Donc si je regarde plutôt un asset type, alors je peux prendre diverses boîtes, là j'avais pris Tesla, c'est très à la mode de regarder Tesla ces jours-ci. Et donc je vais avoir les évolutions courtes telles qu'elles peuvent être prévues, les évolutions de revenus, et après je peux aller voir les risques physiques. Bah, typiquement, par exemple, on va dire, en fonction de là où je suis, en fonction de mes sites, donc il se trouve que Tesla a des sites qui ne sont pas au même endroit que les autres, et ben on va nous dire, voilà, bah, par exemple, ceux qui sont plutôt là vers Abu Dhabi sont plus à risque que leurs petits camarades. Et on peut regarder à quoi c'est dû. Bah, c'est plutôt du high température qui fait complètement chuter la productivité, etc., etc. Et puis de l'autre côté, le LLM. Oui, alors oui, non, ça c'est pour après. Hop. Le LLM, j'avais récupéré une vidéo parce que ça se connecte pas bien. Donc typiquement, on peut interroger le LLM sur le modèle lui-même, hein. Genre, c'est quoi l'équation de la productivité? On parlait d'explication tout à l'heure, donc je peux lui demander c'est quoi l'équation, par exemple, qui donne la perte de productivité par rapport, comment dirais-je, aux capacités de travail des gens, qui est finalement ce qu'on avait dans la doc que je vous ai fait voir tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que si je regarde là dans mes modèles, hop, en macroéconomie, en damage, pardon, cliquez damage, hop, damage. Tac. Donc là, on explique dans ce doc les équations qu'on utilise et, vous avez différents effets et références. Donc il est capable de manger, entre guillemets, ça. Et donc il va être capable de dire, hop, voilà, l'équation c'est machin, voilà ce qu'on calcule, voilà comment on le calcule. Alors là, il fait que paraphraser de la doc, hein. C'est pas lui qui invente quoi que ce soit, hein. On est d'accord. Et puis après, bah, je vais pouvoir aller lui poser des questions, genre, en fonction de ce que je t'ai dit, sur les 3 scénarios, c'est quoi l'investissement pour maximiser mon ROI? Bon, bah, en gros, j'ai ces gens-là qui sont bons, j'ai ces gens-là qui sont bons en net zéro émission. Si je regarde un certain nombre d'investissements qui peuvent être dangereux parce qu'il y a ça, basé sur... si je compare Tesla par rapport au reste du secteur automobile, qu'est-ce que ça me donne? Si je fais, comment dirais-je, si je compare ça par rapport plus précisément, par rapport, je sais pas pourquoi j'ai eu du foot BMW ou un truc comme ça. Voilà. Donc là, on est d'accord qu'à chaque fois, c'est pas le LLM n'a pas appris, il a juste appris à traduire, poser la question et refaire. On n'a même pas été jusqu'à dire relance le modèle si le résultat n'est pas bon, ce qu'on pourrait imaginer de faire. Alors, on a des effets de sensibilité, etc. dans notre modèle. On pourrait dire donne-moi ça à tant de précision, et si j'ai pas le truc à la bonne précision, ça relance un calcul pour ajouter des points et raffiner.
Hop. Tac. J'en étais là. Hop. Donc juste, et donc finalement on voit que par rapport à l'interface que je vous ai fait voir tout à l'heure de SOS Trade, qui est vraiment une interface pour ingénieur, on peut deep diver, regarder tous les modèles, leur doc, regarder les entrées, les sorties, qui a changé quoi. C'est une interface multi-utilisateur, donc c'est fait pour quand on a des systèmes complexes, pour avoir, c'est un peu comme dans les salles que vous voyez dans les trucs de la NASA à Houston, là vous pouvez avoir un bench par spécialiste, et chacun peut aller dire ça c'est bon, je l'ai regardé, ça me va. Moi j'ai vu ça, ça me va. Après on vérifie, on a un arbre à gauche, quand tout est au vert, on lance, et après chacun regarde les résultats. Ça ne garantit pas que le résultat est exact. Hein. C'est pas parce que toutes les coupes ont l'air correctes que le volume complet est correct. Disons que ça donne un peu plus de confiance. Et par rapport à cette interface pour ingénieur, on a une interface beaucoup plus soit de synthèse pour traders ou pour les banquiers, là, ou du LLM de calcul. Juste quelques éléments sur la différence entre du modèle de type, ce que j'ai appelé du surrogate modèle, donc du modèle de comportement boîte noire, hein, souvent fait, alors des fois c'est pas toujours du réseau de neurones, il y a du kriging, il y a des choses comme ça, mais il y en a quand même pas mal qui sont par réseau de neurones. Donc on a un paquet de données, ça c'est le passé. On va générer un modèle de comportement, ça va nous donner un modèle boîte noire. Ce modèle boîte noire, on va faire de l'analyse de sensibilité dessus, c'est-à-dire voir c'est quoi les paramètres qui ont l'air de changer quelque chose au modèle. À partir de ça, on va avoir un certain nombre de drivers clés, c'est les poignées là, qui ont l'air de faire bouger les choses à la sortie, les commandes qui ont l'air de faire bouger les choses à la sortie. Pour ces modèles, on va aller voir dans les principes fondamentaux de la physique, de l'économie, cocher la bonne case là, dans la théorie, c'est quoi la théorie qui permettrait d'expliquer les résultats à partir de ces paramètres-là. Et là, on va coder ces équations pour faire un modèle white box, qu'on va éventuellement calibrer avec ces données. Et après, on regarde où on en est. C'est-à-dire que soit on est content, soit on n'est pas content. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on a codé explicitement, on a l'air d'avoir 40% du résultat, mais le reste, ça reste toujours bazardeux. Bon, on recommence. C'est-à-dire pour les 60% restants, on va refaire une simulation, une boîte noire, une analyse sensibilité dessus, jusqu'à extraire un à un les paramètres dont on a besoin, enfin que l'on va devoir prendre en compte explicitement en boîte blanche pour réduire la partie boîte noire, on va dire à, mettons, 20% typiquement. 80, c'est toujours... Donc on va avoir, on a bien évidemment, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas une... Et donc dans Witness, la majorité de nos modèles sont comme ça. Hein, c'est du white box avec éventuellement un petit reste. Il n'y a pas, j'allais dire, une supériorité intrinsèque des white box sur les black box. C'est juste deux choses différentes. D'accord. Donc white box, donc un modèle explicite avec des équations, on peut le construire from scratch, hein. On n'a pas besoin des données. Hein. Si je connais E égale MC2 ou F égale M gamma, je peux commencer à coder mon truc. Par contre, il faut que j'ai des équations théoriques qui soient disponibles. Des fois, je ne les ai pas. Et il faut que j'ai les maths pour combiner tout ça. Des fois, ce n'est pas simple. Par contre, après, c'est auditable, c'est prouvable. J'ai un domaine de validité super clair. Je peux facilement et incrémentalement ajouter des choses, ajouter des nouveaux effets. C'est aussi mieux pour de l'extrapolation. Parce que si vous faites de l'extrapolation jusqu'à 2100, à partir des tendances d'aujourd'hui, c'est aussi mieux si vous faites de l'extrapolation en changeant des choses. J'ai la guerre en Ukraine qui se déclenche, je réduis de 80% les échanges entre la zone, on va dire, russe et la zone occidentale, et puis je réduis par 30% la production agricole de l'Ukraine, et je regarde, puisque je sais où ils sont dans mon modèle. Okay. Le codage est souvent... il y a souvent pas mal, il faut payer assez cher pour coder. Par contre, en général, c'est plutôt moins cher à exécuter. C'est pas très cher à lancer. Et je suis souvent moins bon que les modèles d'apprentissage sur le court terme. Et je suis souvent plus fiable sur le long terme. Blackbox, il me faut des données. Par contre, je peux les appliquer à n'importe quoi. C'est pas toujours facile à prouver. Hein. J'ai des fois beaucoup d'efforts pour refaire la totalité quand je veux rajouter des paramètres, pour les prendre en compte, parce que je ne sais pas trop où c'est. Quand ça a été bien entraîné, c'est très précis, même si ça peut être plus dur à long terme. Ça coûte cher en calcul, mais je n'ai pas forcément besoin de beaucoup de code. Hein. Beaucoup des LLM, c'est le transformer de Google qui est foutu à toutes les sauces, mais ce n'est pas des gros... Enfin, je veux dire, ce n'est pas des millions de lignes de code. Du coup, c'est assez cher à runner.
Et l'analyse peut être très bonne pour le court terme, c'est plus compliqué pour le long terme, parce que on peut avoir des dérives. Donc il n'y a pas vraiment... faut être capable d'utiliser l'un et l'autre. Un exemple de ça, sur le modèle, la Witness d'Integrated Assessment Model, on a des dommages directs sur le GDP qui sont liés à la température et qui va nous donner un modèle de dommages. Et puis on a des dommages indirects qui vont venir de perte d'efficacité des gens, de dommages sur la production agricole, etc., etc. Les deux se combinent pour faire du dommage sur le PIB. Okay, de faire que le PIB net disponible pour produire des choses, etc., va être plus petit que le réel, parce qu'en gros, on est obligé de consacrer un bout à reconstruire, à corriger les dégâts. Le modèle usuellement utilisé pour ça, depuis 2009, dans beaucoup d'IAM, c'est un modèle dit de Weizmann, où vous verrez qu'il y a 2 ou 3 magic numbers qui sont du human learning, hein, ça s'appelle de la calibration. Donc il y avait plein de mecs, là, 52 experts qui étaient dit ouais, alors vous voyez, c'est ce qu'on appelle le tipping point, donc il est à 6,82, c'est le point d'inflexion de ce truc qui dit en gros, quand la température augmente, à un moment donné, c'est plus très linéaire, les dommages explosent un petit peu. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que ce truc à 6,080, il y a plein de gens qui disent non, c'est pas bon, c'est plutôt entre 3 et 4 avec ce qu'on voit depuis 2009, le modèle n'est pas bon, il faut recalibrer le truc à 3 et 4. Alors là, quand on connaît l'équation, on peut remettre un truc à 3, 3,5. Donc ce qu'on voit, c'est que par exemple, en termes d'impact, là, il faut atteindre 4 degrés pour atteindre 10% du PIB. Pardon. Là, il me suffit de 2,5 degrés d'augmentation pour atteindre 10% du PIB en dommage. C'est pas exactement pareil. Et donc, si je vais regarder, dans un truc ici avec un tipping point à 6, entre un scénario où j'ai 40% d'énergie produite avec du fossile et un scénario net zéro, bon an, mal an, les dommages du PIB, alors on est d'accord, hein, c'est des échelles en trillions, donc ça représente probablement plusieurs trillions, donc c'est pas du tout négligeable à notre échelle, mais globalement, à l'échelle du monde, on peut dire qu'on s'en fout. Si maintenant on dit que c'est un tipping point à 3,5, c'est pas exactement la même chose. Avec un scénario de net zéro émission, j'arrive à peine à me maintenir. Avec un scénario avec 40% de fossiles, ça explose. Ça explose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai des dommages qui deviennent tellement gros que j'arrive plus à générer assez de fric pour pouvoir entretenir ma production d'énergie. Du coup, je produis moins d'énergie, du coup, l'économie se casse la figure et je suis sur une spirale infernale. Donc, c'est vraiment l'idée de dire, je peux aller changer mon modèle de manière très précise pour voir ce que ça donne. Et du coup, voilà ce que ça vous donne en termes de scénario sur du... Bon, c'est le truc qu'on a présenté à la conf internationale à l'automne dernier. Et c'est tout pour moi. Et donc, complémentarité entre la simulation et l'IA pour la modélisation. C'est vrai partout. Hein, si vous regardez même des trucs qui ont l'air très hard science, par exemple du calcul de mécanique des fluides, et maintenant, vous avez des gens qui ont des petits modèles de turbulence qui, en fait, au lieu d'être des modèles de turbulence en équation, hein, ce qui était le cas avant, des modèles RSE, K-oméga, Lartal-Maras, machin, maintenant, il y en a beaucoup, c'est des petits modèles de machine learning qui vont traiter la turbulence très localement, dans un gros système différence finie, élément fini, qui, lui, n'a pas changé. Okay, donc, c'est vraiment de l'hybride. Et le deuxième, c'est la complémentarité IHM et LLM pour l'analyse, selon les gens qui ont besoin d'analyser les résultats, quand on a des problématiques compliquées à restituer. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Je ne suis pas très expert en maths, du coup, c'est une partie que j'ai un peu échappé. Du coup, la question sera un peu naïve. Mais C'est les meilleurs. comment ça se passe la validation des modèles quand le modèle est prédictif, donc les résultats qui notent sont des choses qu'on va observer, qu'on ne peut pas observer là maintenant. On peut dire que, je crois que vous avez mentionné qu'a priori, les white box sont moins fiables, enfin moins précis que les Alors, sachant qu'on ne peut pas vérifier les 20 000 votes. Alors, on ne peut pas vérifier, on peut vérifier, on peut calibrer des choses. On n'est pas sûr, parce que ça veut dire qu'on sait prédire le futur, ce qui n'est pas le cas. Mais en fait, la technique la plus usuelle, c'est que vous allez prendre votre modèle, et au lieu de faire démarrer à 2020 ou 2022 pour des questions qui va se passer plus tard, vous faites démarrer en 2000, avec les données jusqu'à 2000. Et puis vous regardez comment ça se passe, puis là vous regardez comment il a prédit de 2000 à 2020 par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Et là vous dites, ouais, c'est pas top. Ou là c'est un peu meilleur. Okay, voilà, donc c'est typiquement ce genre de choses qu'on fait. Mais une fois encore, on va générer des scénarios, une enveloppe de scénarios. On ne peut pas prédire.
On n'est pas sûr. Alors en fait, j'irais même jusqu'à l'envers, on est assez bon pour prédire ce qui ne marche pas, bien plus que pour prédire ce qui marche. C'est-à-dire on est capable de dire non, cette approche-là, elle ne va pas marcher parce qu'il y a un couplage fondamental en dessous qu'on n'avait pas vu. T'as genre le truc ultra classique, on ne va pas avoir assez de, alors cocher la case, lithium pour faire des batteries lithium-ion, cuivre pour faire des machins. Ou alors il va falloir trouver autre chose, il va falloir trouver une technologie pour remplacer les fils de cuivre par des fils d'autre chose. Parce qu'il n'y aura pas assez de cuivre pour faire à la fois les usines de production électrique, les câbles et les moteurs et les bobinages partout, par exemple. Donc là, vous êtes capable, sur ce genre de truc, de dire, bah, voilà ce qu'on prédit comme production d'uranium, voilà le scénario qui dit qu'on va en consommer 2 fois plus. Tu vois, ce serait 10% de plus, on pourrait dire, bon, on va regarder si on peut en consommer un peu moins ou si on ne peut pas trouver d'autres mines. Quand tu es à 2 ou 3 fois plus, tu te dis qu'il va y avoir un malaise, quoi. Voilà. Mais sinon, oui, la calibration se fait en partant avant et en reprenant et en resimulant les dernières semaines. Il y a d'autres questions? L'informaticien, enfin, en sens, c'est un modèle prédictif. En fait. Le prédictif, il faut qu'il permette plein de données. Est-ce qu'on peut prédire la prédiction du modèle? Est-ce qu'on ne peut pas faire une analyse auto-centrée sur le modèle pour voir qu'est-ce que... Ça n'a aucun sens si ce n'est comprendre le modèle. Alors, c'est des choses sur lesquelles on s'est amusé. Alors, s'amuser quand on est un industriel, ça veut dire mettre un stagiaire. Donc, alors, c'est intéressant et ça sert. Parce qu'en fait, on s'en sert maintenant. Alors, c'est pareil, c'est une réponse de numéricien, hein, mais ça nous a fait un très bon préconditionneur de matrice. Donc, ça veut dire qu'on fait tourner ce modèle pour mettre ça comme solution initiale, parce qu'il s'avère que cette solution n'est pas stupide, elle n'est pas assez précise, mais elle n'est pas stupide. Et donc, du coup, ça accélère énormément la convergence de partir d'un truc pas stupide plutôt que de partir de très loin. Hein, l'optimiseur, il cherche à aller vers une target. Si vous partez de près, vous arrivez plus vite que si vous partez de loin. C'est assez simple à comprendre. Donc, mais oui. On a fait ça. On a fait aussi, vous avez vu que c'est ce que j'appelle le système de système complexe. Donc, on a fait des sous-bouts. On a fait des études pour les gens du NIH américain, qui étaient très centrés population, épidémie, impact. Et donc, la partie énergétique, l'EMUS avait été développé chez Airbus, qui regardait un peu avec quoi on pouvait remplacer les avions au Kero. Et donc, on a 70 ou 80 types d'énergie, où ils s'en foutaient un petit peu. Donc, on a fait un surrogate de tout ça. Et on a fait parce qu'en fait, c'est un framework, ce truc. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire pour finir, c'est comme ce qu'on avait fait avant le déjeuner. On va inviter les personnes qui ont commenté à venir. Et ça vous dit avoir une discussion en 5 minutes de ronde, parce que les questions sont bien, peut-être moins évidentes. Si on voit qu'il n'y a pas de discussion à avoir, on peut arrêter le sujet et ça marche aussi. Si on voit qu'il y a une discussion à avoir, c'est bien. C'est ça. Bon, du coup, je le garde. Non, on peut l'arrêter. On va arrêter la vidéo là-bas et je vais prendre notre part.